Donc on va parler des robots et je pense qu'il y a une forme de progression dans le propos de la soirée. On va parler des robots qui prennent des décisions et qui pourraient devenir de nouveaux acteurs publics. On va parler des robots. Alors on n'est plus totalement dans l'imaginaire des machines, mais dans des réalités machiniques. Mais peut-être aussi qu'on va parler de l'avenir de ces robots en essayant de définir ce que c'est. C'est un avenir, je pense, qui est profondément lié à l'avenir humain. Je me présente en un mot. Moi, je suis productrice radio. Ça veut dire que j'anime une émission de radio. C'est sur France Culture. Ça s'appelle Être et Savoir. Et ma spécialité, ça va peut-être s'entendre. Au départ, c'est plutôt l'éducation. Mais après tout, en éducation aussi, on parle beaucoup de machines, de robots et des évolutions des apprentissages. Alors, ça ne sera pas du tout central parce que ce n'est pas moi qui vais beaucoup parler ce soir, mais on voit là aussi que c'est un secteur évidemment concerné avec des aléas d'ailleurs dans la manière dont on en parle et dont les inventions sont appliquées. Donc, trois intervenants qui parle d'endroits assez différents. Jean-Paul Lemont, chercheur au CNRS en robotique, donc là on comprend la robotique, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie des sciences. Et puis j'indique un ouvrage, Poincaré et la robotique, les géométries de l'imaginaire. C'est publié aux éditions Le Bord de l'eau. Emmanuel Mahé. Vous êtes directeur de... Alors, je fais un peu comme à la radio, j'ai envie de dire bonsoir et que vous me répondez bonsoir, mais comme on nous voit, on voit bien que vous êtes là. Directeur de recherche de l'ENSAD et PSL Sacre. Et vous allez nous parler des robots signataires, ce qui est nouveau et à la fois pas du tout nouveau, parce que ça existe depuis longtemps dans l'histoire des robots ou des machines qui signent. Oui, la question de la signature, en fait, non pas robotisée, mais mécanique, hein, en quelque sorte, est une histoire ancienne, puisqu'on peut remonter quasiment à la fin du 19e siècle, ou d'abord même à la fin du 18e siècle, avec Jefferson, où il y avait une duplication en fait, mécanique de la signature. Et ça pose la question de savoir ce qui vaut comme consentement, comme approbation, comme engagement. Est-ce qu'une machine peut le produire ou pas? Une machine, un automate et puis un robot. Après, ça change de nom et puis ça peut faire des choses un peu différentes. Vous entendez que j'utilise pas du tout le même vocabulaire que vous, mais après tout, j'utilise celui de tout un chacun. Alexis Colomb, bonsoir. Bonsoir. Responsable de la chaire du CNAM, Finance et Marché. Alors là aussi, il y a beaucoup d'automatisation et de robotisation. Enfin, vous allez me dire si c'est bien ça qu'on dit. Vous êtes spécialiste des crypto-monnaies et blockchains. Les blockchains, ça j'ai compris en parlant avec vous avant, ça permet aujourd'hui, pareil, de remplacer un certain nombre d'opérations humaines par des opérations automatisées. Mais peut-être pour commencer, je vais vous demander à tous de nous dire qu'est-ce que vous entendez par robot dans l'acceptation la plus scientifique de là où vous nous parlez, à la fois dans vos recherches et dans leurs applications. On commence avec vous, Jean-Paul Lemont. Et je me rassois. Du coup, je vais m'asseoir là. Merci. Un robot, c'est une machine. Et une machine, ça bouge. Alors, quand on se réfère au thème La nuit des idées, être vivant, je voudrais faire le parallèle. Bouger, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'apanage du vivant. C'est ce qui distingue les êtres inanimés, des animaux, c'est nous, voilà, des êtres vivants. Donc le mouvement, c'est la vie. C'est vraiment une des caractéristiques de la vie. Un robot, c'est une machine qui bouge. Donc c'est un objet technique et on peut faire le distinguo entre l'outil et la machine. Quelle est la différence? Un outil, c'est un objet inerte qui ne prend sa fonction que par la mise en mouvement, c'est-à-dire l'énergie produite par l'homme pour le mettre en mouvement, mais un marteau, ça ne bouge pas. Ça ne bouge que si c'est dans votre main. Donc l'outil, ça serait l'objet inanimé et la machine, elle bouge. Donc c'est là où on peut commencer à faire des analogies avec le vivant et on ne va pas s'en priver, puisqu'on va dire qu'un robot prend un verre, comme nous disons que nous prenons un verre. On va utiliser des langages communs entre le vivant et ces nouvelles technologies. Donc, maintenant, il faut poser une définition. Un robot, c'est une machine qui bouge. Et la nouveauté
par rapport aux autres machines qui bougent. Une locomotive, c'est aussi une machine qui bouge, mais dont les mouvements sont contrôlés par un ordinateur. Historiquement, c'est le mariage entre la cybernétique, qui s'intéressait au problème de la régulation du mouvement, et donc ça, c'était dès les années 40, et arrive avec les années, fin des années 40 et début des années 50, l'informatique, c'est-à-dire que les systèmes de régulation tels qu'ils avaient été définis jusqu'à présent par les Wiener, par exemple, ou autres, parlaient de systèmes où il y avait pour la régulation un couplage sensorimoteur, c'est-à-dire vous avez un thermostat dans votre pièce, c'est le capteur, vous avez le brûleur de votre chaudière, et il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux, entre le capteur et l'actionneur, pour maintenir une température comme vous le souhaitez. Alors on travaillait avec des signaux analogiques, les progrès de la technologie ont fait que ces signaux pouvaient être numérisés, et à partir du moment où ils sont numérisés, eh bien, on ouvre la boîte à Pandore du traitement de l'information. Et donc là, on va avoir tous les algorithmes, l'intrusion de l'intelligence artificielle, en fait, etc., qui vont permettre à la machine de s'adapter. Voilà, et un autre type de mouvement et d'action qu'on ne peut pas forcément voir tel que celle des machines, mais qui se déroule bien à un endroit. Pour changer la température, il faut bien qu'il y ait un mouvement aussi. Évidemment, ça va beaucoup plus loin. Alexis Collomb, sur la définition de robot, et peut-être un peu plus loin, puisqu'on a commencé à en parler, d'intelligence artificielle. Selon vous, hein, pas général. Bon, moi, l'intelligence artificielle, et je ne suis pas un spécialiste, mais je la définirais simplement comme une intelligence qu'on arrive à recréer, si je puis dire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse surtout comme à la fois professeur de finance et puis ensuite, ce qui a fait que je me suis intéressé à la blockchain, c'est ce que disait Jean-Paul sur les algorithmes et l'utilisation donc croissante des algorithmes, en particulier sur les marchés financiers, et puis bien au-delà dans l'espace public. Alors, il y a plusieurs angles, d'ailleurs, à mon avis, par lesquels on peut s'intéresser au sujet. Je voudrais peut-être ce soir, et je vais être rapide ici, mais il y a deux angles qui m'intéressent particulièrement. C'est d'abord, dans les marchés financiers, il y a tout ce qu'on appelle les robo-advisors. Et donc, en fait, là, c'est pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est vraiment l'idée que vous allez substituer à votre conseiller financier, celui peut-être votre banquier de proximité, etc., un algorithme qui va prendre un ensemble de décisions de gestion pour vous. Et ça, je pense que tout le monde ici le sait plus ou moins, mais c'est vraiment une partie croissante et qui devient majeure, parfois probablement plus de la moitié des transactions qui sont décidées aujourd'hui par des algorithmes, à la louche. Donc ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle qui m'intéresse particulièrement aussi sur le thème de ce soir et le robot comme acteur public, c'est la confiance. Et là, on retrouve la blockchain, c'est-à-dire alors que, et je pense que j'y reviendrai volontiers tout à l'heure, mais alors qu'on peut envisager un monde qui, comme cela a été suggéré par Jean-Paul, et on sent une complexification croissante de ce que la machine peut faire jusqu'à, effectivement, enfin on espère peut-être imiter l'intelligence humaine, se pose bien entendu la question de la confiance, et la confiance en ces robots, en ces algorithmes, et surtout si en plus ils vont avoir une fonction publique. Et là, ce qu'on appelle la technologie blockchain, peut-être d'ailleurs un peu pompeusement, mais vient jouer un rôle très important qui est celui de fournisseur de traçabilité, fournisseur de confiance. Et en particulier pour les citoyens que nous sommes face aux institutions, face aux tiers de confiance habituels. Donc, C'est-à-dire que ce sont des technologies qui peuvent apporter des preuves
d'événements qui se sont passés, parce que on a des traces, que ces traces, on peut les retrouver, qu'on peut aujourd'hui les retrouver facilement. Ces informations sont stockées quelque part et elles circulent dans divers endroits qui font que on a, par exemple, oui, vous pouvez me donner l'exemple que vous m'avez donné au téléphone. Juste absolument, l'idée, l'avantage l'intérêt d'avoir une blockchain publique, donc d'une chaîne de blocs, en fait, d'une base de données distribuée, pour parler simplement, c'est que c'est d'avoir des informations disponibles et accessibles à tous et vérifiables par tous. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Pour vous donner un exemple, alors je ne vais pas prendre celui que je vous ai donné au téléphone. Je veux bien en entendre à nouveau. J'y reviendrai peut-être, et puis après je m'arrêterai là. Mais en fait, finalement, quand vous prenez le robot comme acteur public, quand on s'intéresse aux crypto-monnaies ou aux blockchains, la première idée peut-être qui peut venir à l'esprit, c'est la politique monétaire. Alors je vais vous donner, donc, et j'en parle 30 secondes, mais la politique monétaire, c'est quelque chose de très complexe. C'est dirigé par les banques centrales. Quand vous regardez la première blockchain, qui est celle du Bitcoin, qui naît grosso modo en sillage de la crise financière, fin 2008, la première transaction le 3 janvier 2009, vous avez une crise des institutions. Enfin, il y a surtout une défiance des citoyens vis-à-vis des institutions. Ça naît d'ailleurs aux États-Unis. Moi, je me souviens comme peut-être beaucoup d'entre vous, fin 2008, on disait que c'était la fin du monde, que les banquiers que personne n'y comprenait rien, comment on avait pu y arriver là, etc. Bon. Et dans le protocole du Bitcoin, il est écrit explicitement qu'il y a une défiance vis-à-vis des institutions financières, des banques, et quand vous regardez l'origine du mouvement, il y a une défiance vis-à-vis de la politique monétaire. Donc, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais le protocole du Bitcoin propose une programmation monétaire, sans juger de son efficacité, etc. Mais donc, là, vous avez un exemple très simple d'une substitution. On veut substituer à des décisions, d'une certaine manière, prises traditionnellement par un ensemble d'acteurs publics, les banquiers centraux, etc. On veut remplacer ces décisions. Quand vous regardez les blogs, etc., d'ailleurs, vous voyez qu'ils sont très critiqués pour leur arbitraire, par un algorithme, par un protocole, donc par un ensemble de règles qui ont une certaine adaptabilité. En l'occurrence, celle du Bitcoin, elle n'est pas dans sa version initiale, c'est pas quelque chose qui est extrêmement adaptable. La programmation, l'idée est que vous allez avoir une rémunération qui va être donnée. Enfin, vous avez un programme qui est fixé à l'avance jusqu'à l'émission complète de tous ces bitcoins, qui est défini à un instant zéro. Et c'est un exemple, pour moi, d'une certaine manière, d'un robot monétaire. Des robots et de la confiance. Et cette question de la confiance, elle est extrêmement centrale, si on parle du robot en tant qu'acteur public, puisque l'action publique, c'est une action à laquelle on doit avoir confiance. Enfin, cette question, elle est toujours brûlante dans les démocraties. Et cette question de la confiance, elle se pose toujours avec les algorithmes. Alors, j'évoque l'éducation, par exemple, Parcoursup, ça pose de grandes questions de confiance. Elles sont extrêmement concrètes pour les bacheliers qui y sont confrontés. Enfin, c'est un peu avant le bac, c'est en ce moment déjà. Et cette question de la confiance, pour faire le lien, elle se pose aussi avec ce robot ou ces machines ou ces automates qui apposent des signatures, qui donc aussi sont l'expression du pouvoir et matérialisent le pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire confiance à un autre humain pour remplacer l'humain, mais c'est une machine qui va représenter, qui va devenir le corps du pouvoir. Oui, c'est en quelque sorte ce qu'on a essayé de faire à travers une performance qu'on pourrait nommer juridico-robotique. Il y a 2 ans, en fait, à l'occasion de l'inauguration d'une chaire de formation et de recherche Arts et Sciences, qui est portée par la Fondation Carasso, l'École Polytechnique et l'ENSAD. On a voulu faire une conférence de presse, en réunissant les signataires humains, représentants des institutions, faire une conférence de presse pour pouvoir signer en fait le contrat qui les unit pour créer cette chaire Arts et Sciences devant les journalistes.
et pour ensuite avoir des articles. Et on s'est dit que c'était quand même pas très intéressant de faire venir des journalistes simplement pour regarder une signature de convention. Or, ce qui était important, c'était l'objet, c'était quand même le fait que des acteurs universitaires, des écoles, des designers puissent se réunir avec une fondation pour créer quelque chose. Et en fait, l'idée est partie un peu comme une blague. On avait du mal à trouver une date commune pour réunir tous les directeurs. Et donc j'ai proposé, comme ça, c'était un peu une blague, mais en même temps il y avait une arrière-pensée, bien entendu, que je vais expliciter tout à l'heure, puisqu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les agendas. On a remplacé un des humains par un robot pour la signature. Et donc du coup, en l'occurrence, le président de Polytechnique a été remplacé par un robot, ce qui était l'occasion de dire que les polytechniciens pouvaient être à terme remplacés par des robots aussi. Mais évidemment, ce n'était pas l'objet. Les journalistes aussi. Les journalistes aussi, les juristes, les banquiers, les universitaires, les médecins, bref, toutes les expertises vont être questionnées de manière très très forte par cette approche-là. Et donc c'est un débat qu'on aura tout à l'heure. Et donc vous pouvez envoyer, j'ai juste quelques images à vous montrer pour illustrer que ce soit un peu concret. Et donc ça s'est passé à l'Institut Pasteur en 97. Et donc vous voyez à l'arrière-plan, à l'Institut Pasteur justement, d'ailleurs, qui était juste en dessous. Alors, Pasteur est décédé, bien entendu, donc il était dans son tombeau, en dessous la salle des actes. Et en l'occurrence, la table que vous voyez là, en fait, c'est la table où Pasteur signait lui-même ses actes. Donc d'un point de vue symbolique, c'était quand même assez important. Et donc on a utilisé un robot. Alors moi je ne suis pas expert en robot, mais on voit tout de suite que ce n'est pas un robot spécialisé dans l'écriture. Et donc il a fallu qu'on adapte, ou en tous les cas, non pas qu'on apprenne parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais qu'on fasse en sorte que ce robot puisse signer à la place du président Polytechnique. On verra quelques images tout de suite. Juste au préalable, je voulais vous montrer là aussi quelques images de manière assez rapide. Et la question de la signature, donc non seulement elle est évidemment ancienne, mais c'est une construction en fait historique. Je ne vais pas faire de cours là-dessus, mais c'est entre le 6e et le 16e siècle que progressivement, ce qu'on appelle une signature et qui nous paraît très naturel aujourd'hui, a été une construction historique en fait. Et là on voit, c'est pas une signature comme nous on a l'habitude, c'est une sorte, on pourrait presque appeler ça un logo en quelque sorte, c'est une marque, un signe qu'on appelait et qu'on appelle encore aujourd'hui quand on travaille sur ces archives des saints. S-E-I-N-G-S. Et donc, on peut s'apercevoir que dans cette histoire de la signature, et la signature robotisée, mais là, elle est simplement mécanique, là, en l'occurrence, c'est le bureau aussi. La question de la signature se fait souvent sur des bureaux et des tables. Et donc, on voit un appareil qui est un pantographe qui permettait à Jefferson, le président des États-Unis, à la fin du 18e et au début du 19e, de dupliquer sa signature. Donc là déjà c'est intéressant parce que la question de la confiance se pose non pas sur les aspects informatiques, non pas sur les aspects robotiques, mais simplement parce qu'en fait finalement Jefferson signe une lettre mais elle est dupliquée mécaniquement. Donc la question de la confiance dans l'outil se posait déjà. Je fais des grandes enjambées, je vous rassure, pour arriver à notre époque. La signature mécanique, c'est-à-dire la signature tangible, est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Là c'est une photo des années 50 où on voit aux États-Unis, mais c'était aussi en France, des chèques qui pouvaient être signés de manière mécanique sur une grande masse. Et juste après, on voit, là un peu plus récemment, par exemple, on voit, ça ce sont des lois qui sont promulguées par le président des États-Unis à l'époque, c'était Obama, par un système robotisé pour le coup, un système de signature robotisée qui s'appelait Autopen. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on passe en fait à une étape supplémentaire. C'est que Obama était en France à l'époque. C'est le Patriot Act. Donc en plus, c'était une loi qui était extrêmement controversée. Il l'a signée à distance par un robot, en fait, à Washington. Et il y a une polémique qui existe depuis cette époque-là, c'est que ce robot ne fait pas que dupliquer la signature, il limite en quelque sorte le geste. Donc le robot a la capacité en fait de signer comme Obama, mais comme un humain peut signer de manière assez à la fois identique, mais à chaque fois différente. Là, voilà, alors là, dans le domaine de l'art, il y a beaucoup d'artistes, là c'est un collectif allemand, qui ont détourné des robots. Donc là, on reconnaît un robot qui est sorti de l'usine en quelque sorte. Donc là, il y a un peu aussi quelque chose qui est de sorte d'une contestation. C'est un ouvrier robotisé qui est déplacé dans un musée et qui recopie la Bible ou la Torah, ou en tous les cas des écrits juridiques. Et on va voir de manière très rapide la conférence juridique que j'évoquais juste tout à l'heure. Donc là, c'est la salle dont je parlais, puis je vais arrêter là mon propos. L'idée était de dire que finalement, même un bras robotique peut devenir un acteur public,
pas seulement dans le sens d'être présent aux côtés des humains face à un public et notamment des journalistes, mais donc il y avait quand même un aspect social qui est quand même très très important, une sorte de dramaturgie en quelque sorte, mais il a signé une convention et un contrat, et cette signature fait loi en quelque sorte. Et donc on est sur une signature en fait robotisée à laquelle on doit faire confiance, comme vous l'évoquiez. Oui, et le robot semble plus digne de confiance qu'un humain qui imiterait la signature, parce que là, on est dans le faux, et ça tombe sous le coup de la loi. Mais quand le robot signe le Patriot Act, qui est à côté du robot ? Est-ce qu'on le sait ? Enfin, est-ce que c'est documenté ? Est-ce que c'est un moment qui est filmé, par exemple, qui décide ? Enfin, c'est Obama qui décide, mais qui contrôle ? Comment ça se passe ? Il y a un protocole que je ne peux pas expliciter ici, mais il y a évidemment, en fait, tout le monde ne peut pas disposer de la signature d'Obama. Et il y a un protocole qui est mis en place avec des personnes qui conservent en fait à la fois le programme et la machine. Et Kennedy, d'ailleurs, a utilisé le même dispositif dès les années 60, en fait. Mais c'est utilisé aussi par les journalistes ou les sportifs. Ou les stars qui peuvent plus répondre en fait. Ah oui, c'est pas la même chose. Et donc du coup, il y a quand vous recevez en fait une carte signée par un artiste très connu, vous pouvez être sûr, presque sûr que c'est robotisé. Ah, donc mon autographe de Maître Gims, c'est peut-être pas un vrai, mais je crois que si quand même. Enfin bon, mais on a parlé de la confiance et ça amène une autre question, en tout cas moi j'y pense, c'est celle de l'éthique, parce que les robots d'aujourd'hui, c'est des robots qui sont amenés à, enfin c'est pas eux, mais qui sont programmés pour prendre un certain nombre de décisions. Évidemment, là aussi, on passe vite. Alors, on pense aux voitures automatisées, par exemple. Et bon, il y a eu 1 ou 2 accidents. Enfin, moi, j'ai en mémoire un accident en particulier. Du coup, comment nous, on est censé voir cet objet robot qui est programmé par des humains, mais qui, à un moment, pour nous, dans notre entendement, prend des décisions seul, même si, en fait, il y a plein de gens derrière qui font plein de trucs, on le sait, hein, c'est pas si automatique que ça. Et donc, est-ce que ça va amener déjà une autre vision du robot comme acteur public, acteur de la vie, et qui est en rapport avec des humains qui, eux, par exemple, traversent la rue ? Non. Ah, c'est génial comme réponse. Ah oui, j'en profite pour dire que assez vite, on va vous passer le micro si vous voulez poser des questions. En plus, on est bien entre nous, donc non, pourquoi ? Non, mais je voudrais développer, par exemple, là, dans les 2 interventions précédentes, il a été question de confiance, hein, de problème de confiance. En termes de développement technologique, en robotique, on va utiliser le mot de certification. C'est comment peut-on certifier que la machine fait ce qu'on lui demande de faire. J'ai l'habitude de dire que dans notre pratique de tous les jours, nous en avons peu conscience, mais nous nous habituons à utiliser des logiciels qui ne marchent pas. Tous les jours. Vous prenez, alors les exemples peuvent se multiplier. Vous prenez Siri. Siri, donc l'assistant vocal qu'on a sur nos téléphones portables, vous lui dites, j'ai fait l'expérience, hein, j'aurais pu montrer les transparents, mais j'ai fait l'expérience, dis à Yvonne de passer chercher le pain en rentrant. Et vous regardez votre écran qui vous dit, dois-je envoyer ce message à Yvonne ? Et la trouver, Yvonne, parce que Yvonne fait partie de mes contacts, et le contenu du message, c'est prends le pain en rentrant. Il faut considérer que c'est magnifique, ça. C'est absolument magnifique, dans le sens où vous avez une technologie qui transforme des ondes sonores, hein, en un texte, mais qui a été compris dans le sens de c'est le système qui va envoyer un message. Donc magnifique. Et puis après, vous dites à Siri, dis Siri, comment va Yvonne ? Et il répond, je suis désolé. Réponse absurde. Ce logiciel ne marche pas. C'est ça que je veux dire. Il ne marche pas. C'est-à-dire qu'il marche dans un contexte qui n'a pas été défini. On n'a pas défini le milieu. Maintenant, si vous appliquez ça c'est bien. Alors vous pouvez avoir ça si vous utilisez Waze. Waze vous donne toujours le meilleur chemin. Qui n'a pas fait l'expérience de garder un petit peu en tête la carte de l'endroit où il va et de constater que Waze s'est planté.
C'est tout simplement. Mais on fait tellement confiance à ce logiciel que, bon, maintenant, on ne se pose plus de questions, on y va, on suit le conseil. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Donc, on s'habitue de plus en plus à des logiciels qui ne marchent pas. Maintenant, quand ce logiciel qui ne marche pas, c'est le logiciel qui conduit le pilotage d'un avion en décollage et atterrissage automatique, là, si le logiciel ne marche pas, ça pose problème. Et Boeing est bien placé pour le savoir. Donc tout le problème de Boeing a été la certification des logiciels de traitement de l'information. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais c'est très très précisément à ce niveau-là que ça s'est situé, sur une toute petite pièce de logiciel de rien du tout, hein, qui était, bon. Et qui a fait, c'est les 2 crashs qu'on connaît et qui font que maintenant tous les... Donc c'est pour ça que je reviens à la différence qu'il faut comprendre entre ce qui est du pur traitement de l'information, c'est-à-dire vous prenez des données, vous les transformez en informations, voire des informations en informations. Mais in fine, c'est vous qui évaluez. Comment va Yvonne? Je suis désolé. Bon, ben, ça vous fait rire, c'est pas grave. Il n'y a aucune conséquence. En revanche, quand vous le mettez sur une machine qui doit lutter avec la gravité, hein, c'est-à-dire une machine physique, là, ça peut être absolument catastrophique. Et un des enjeux considérables dans ces technologies-là, c'est apporter des preuves de certification, mais des preuves au sens de preuves mathématiques. Et ce qui se passe avec les techniques modernes d'intelligence artificielle qui sont basées sur les réseaux de neurones et l'apprentissage profond, puisque maintenant on confond l'intelligence artificielle avec ces nouvelles technologies, c'est-à-dire qui associent des données d'entrée avec des données de sortie, sans modèle a priori, eh bien, il est très très difficile de certifier ces logiciels, si ce n'est par des certifications de type statistique. Et, oui. Oui, mais c'est là où intervient ma question éthique, parce que même quand les statistiques nous disent une voiture automatique est moins accidentogène, si je peux me permettre ce mot, que des voitures conduites par les êtres humains, parce que les êtres humains, ils ont plein d'accidents de voiture. Ils accrochent, ils écrasent des gens aussi. Oui. Mais ça ne nous pose pas le même problème, en tout cas pour le moment, si c'est une voiture automatique sans pilote, qui est sans conducteur, qui écrase quelqu'un, ou si c'est du fait d'un chauffeur. Mais une voiture automatique n'écrasera jamais personne. Vous voyez, là, je suis violent. Mais c'est arrivé. Mais je vais essayer de l'expliquer, parce que derrière, vous allez m'amener à juste titre sur la question que la voiture prend une décision et qu'il y a une décision de type moral, c'est-à-dire que la voiture est face à un dilemme, il y a une vieille dame qui traverse et il y a un petit garçon qui joue au ballon, zut, lequel il faut que j'écrase. Bon, ça, vous pouvez très bien résoudre ça par un algorithme. Le petit garçon a une puissance de vie qui est supérieure à celle de la vieille dame, donc allez, on va écraser la vieille dame. Ou bien les Japonais vous diront qu'ils ont beaucoup plus de respect pour les personnes âgées, et donc on va écraser le petit garçon. Ils ne sont pas là pour vous répondre. Bon, donc ça, on sait faire ça. Ça, c'est pas un problème. On sait faire, à part qu'on fera pas. C'est-à-dire que là, on tombe dans des expériences de pensée à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'est des purs, permettez-moi, des purs délires de prospective qui ne sont pas en phase avec la réalité de ce qui va se passer. Qu'est-ce que va être la voiture autonome ? Alors déjà, il y a le mot autonomie, donc sur lequel on peut réfléchir. Une voiture autonome, ça sera une voiture automatique dans un milieu. Il n'y aura jamais de voiture autonome qui circulera dans le quartier du Marais tel qu'il est. Si un jour il y a des voitures autonomes dans ce quartier, ça voudra dire qu'on a complètement transformé le quartier. On a mis des infrastructures, on a mis... Bon. Et j'aime bien prendre l'exemple que je prends toujours dans ce cas-là. À un moment donné, on a voulu faire du 130 km/h en voiture. C'est fou quand même, c'est énorme comme vitesse. Faire du 130 km/h en voiture. Vous constaterez qu'on ne fait pas du 130 km/h dans le Marais. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour nous permettre ça ? On a créé des autoroutes. Et je ne sais pas si vous avez l'expérience de la conduite sur autoroute,
Mais c'est très rare qu'on croise une vieille dame qui traverse et un petit garçon qui joue au ballon. On les a complètement évacués. Pour le Val qui vous amène à Orly, c'est pareil, il n'y a pas de vieille dame là sur la voie ferrée où le métro va se dire « Oh là là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'écrase le lapin ou la vieille dame ?» Donc, voilà. Donc, toutes ces expériences de pensée se basent sur des espèces de projections qui ne sont pas en phase avec la réalité technologique. Depuis des siècles, on sait ce que ça veut dire d'introduire une machine auprès de l'homme. Ça doit répondre à des normes, à des certifications. C'est pour ça que dans l'industrie automobile, par exemple, les robots sont confinés dans des cages. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop dangereux. Donc ils ne peuvent pas collaborer avec des humains. Donc ils sont dans des cages et dès que vous ouvrez la porte de la cage, pof, le robot s'arrête. Hein, on a créé le milieu dans lequel le robot peut travailler. Alors il y a des progrès en robotique. Maintenant, on peut toucher des robots parce qu'on a réussi à certifier que les algorithmes de commande sont fiables, ça marche. Il y a eu plein d'essais. C'est des coûts absolument faramineux de certifier une machine qui doit faire une opération physique. Donc voilà, ça, c'est la réponse sur la confiance, si vous voulez. Là, on parlait de la confiance. Maintenant, pour revenir au robot signataire, peut-être, ça ne serait pas compliqué de prendre une photo là, de la signature d'Obama telle qu'elle a été faite, et moi, je vous la reproduis par un robot, simplement avec la photo. Hein. Avec la photo, on va pouvoir imiter ça. Hein. Ce qui est important, c'est la certification dont vous parliez tout à mais l'heure. Non, mais effectivement, le problème est là. Je voulais juste répondre, ou en tous les cas rebondir sur le fait que il y a du fantasme en quelque sorte, notamment dans le domaine chez les anglo-saxons aux États-Unis sur les voitures autonomes, mais néanmoins, c'est un imaginaire qui se développe. Et cet imaginaire, et on le voit j'ai quelqu'un d'orange en face de moi, ce qu'on imaginait tout à fait impossible dans les années 80-90, etc., la technologie l'a réalisé parce que, non pas il y avait une attente, mais tout simplement parce qu'il y a une évolution qui résonne aussi avec un imaginaire technologique. Et donc la question que je souhaiterais vous poser, est-ce que cet imaginaire qui est aujourd'hui un fantasme, non pas va pouvoir se réaliser, mais en tous les cas fait écho à quelque chose qu'on pourrait quand même admettre, c'est que la machine, aujourd'hui, prend une place de plus en plus importante, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de devenir machinique, dans le sens où en fait ces machines commencent à avoir un statut imaginaire, symbolique, qui ne prend pas des décisions aujourd'hui, mais on a l'impression en tous les cas que c'est en train d'émerger, y compris dans les têtes, mais aussi dans les contrats juridiques. Est-ce que ça n'anticipe pas un mouvement, en fait ? Oui, mais je ne sais pas si cette technologie répond à l'imaginaire. Ce que je veux dire, nous avons été complètement incapables d'imaginer cet instrument. Il nous a été imposé. Personne ne rêvait, il y a 30 ans, parce qu'on ne pensait pas, on n'imaginait pas la possibilité de cette technologie. Et il a fallu des Steve Jobs, tout ça, pour comprendre quel était le potentiel de ça, et pour nous l'imposer, et nous l'avons accueilli à bras ouverts. Mais je n'ai pas l'impression que ça répondait à un imaginaire. Il y a peut-être une discussion à avoir sur l'imaginaire des réseaux en l'occurrence, mais quand des enquêtes avaient été faites dans les années 90 pour savoir si ce téléphone mobile qui était en germe technologique était attendu, il n'était absolument pas attendu, effectivement, voilà. Mais il s'est imposé. Oui. Mais il ne s'est pas imposé nécessairement par la technologie, mais paradoxalement par les usages. Par les usages, oui. Voilà. Mais exactement. Mais je ne vais pas confondre les usages avec l'imaginaire qu'on en avait. Et si vous voulez, d'une certaine manière, il y a un vieux rêve. Hein, je travaille encore sur des robots humanoïdes. Donc le robot humanoïde, bon, là on ne peut pas dire que ça n'atteint pas l'imaginaire, hein, depuis Héphaïstos avec ses servantes jusqu'au golem, en passant par l'Olympia des contes d'Hoffmann, l'Ève futur, enfin, etc. Tout ça, c'est un imaginaire. Bon. Est-ce que la technologie, on va avoir des robots humanoïdes ? On ne les verra pas. Personne dans cette salle ne verra un robot humanoïde fonctionnel. Hein, vous pouvez aller en voir dans des laboratoires, ils marchent bien, ils font des sauts périlleux, mais avant que vous les ayez chez vous, vous partagez leur quotidien, ça il faut oublier parce que la technologie n'est absolument pas au point, mais ça va venir. Mais ça va venir pourquoi ? Parce qu'il faut trouver un marché
à ça. Je crois que c'est quand même l'industrie qui va plus que l'imaginaire, hein, d'une certaine manière, qui va faire ces développements. Alors pourquoi? Alors la réponse que je vais vous donner est assez simple. C'est on va remonter en 2011, 11 mars 2011, le Fukushima. Fukushima, le tsunami, une centrale nucléaire qui explose, en fait, etc. Tout le monde, et en particulier les Japonais qui sont très sensibles à la technologie, sont complètement estomaqués par le fait que ce sont des hommes qui rentrent dans la centrale nucléaire, harnachés de combinaisons étanches, etc., pour aller fermer des vannes. Et tout le monde s'est retourné vers nous, roboticiens, chercheurs en robotique, en disant « Mais attendez, depuis le temps que vous nous promettez ces machines, là, il n'y a aucune machine qui peut aller faire ça. Tourner une vanne, c'est quand même pas compliqué, quoi. » Eh bien non, on ne sait pas faire ça. On sait jouer au Go, il n'y a pas de problème, mais aller prendre un verre ou fermer une vanne, on ne sait pas faire. C'est encore une fois, la machine est confrontée au monde réel. Alors quelle a été la conséquence de ça? Quelques années plus tard, 2-3 années après, la DARPA, l'agence de financement de l'armée américaine, a lancé un grand projet, comme elle l'avait fait pour la voiture autonome, là, justement, qui a vraiment stimulé les recherches. Et elle a dit, voilà, elle a dit aux laboratoires de partout dans le monde, vous allez réaliser une machine qui fait quoi? Et elle définit un cahier des charges. Cette machine doit pouvoir grimper une échelle, doit pouvoir conduire une voiture, doit pouvoir évoluer sur des gravats, doit pouvoir forcer une porte qui est coincée, doit pouvoir ouvrir une vanne, fermer une vanne, et puis il y avait deux ou trois autres tâches. Vous avez carte blanche. Il y a eu 30 équipes de par le monde, parmi les meilleurs, le MIT, Carnegie Mellon, Stanford, en fait tout ce que vous voulez, au Japon, la IST, etc., qui ont répondu à cet appel d'or, enfin à ce concours, et se sont préparés pendant 3 ans pour faire ça. Et ils ont produit donc des machines. Et force est de constater, si vous réfléchissez un tout petit peu, que ces machines-là avaient une forme anthropomorphe. Elles avaient 2 jambes. Vous ne pouvez pas mettre des roues, parce que des roues sur des gravats, et puis des roues pour grimper sur une échelle, c'est pas pratique, quoi. Donc c'était une forme anthropomorphe, parce qu'on voulait une machine qui réalise des tâches anthropomorphes. Alors, il y a le rêve qui se poursuit, il y a l'imaginaire, mais il y a ce côté aussi vraiment utilitaire et pragmatique qui domine. Alors ça va peut-être se rencontrer. Je trouve très, très intéressant que vous mentionniez le Japon, parce que en fait, moi j'ai fait mon stage d'école d'ingénieur dans un laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle au Japon, et qui était financé d'ailleurs à l'époque par Nippon Telecom. Et leur grand projet, et c'est là où en fait on rejoint l'imaginaire, vous savez que le chat est un animal sacré au Japon, et le grand projet fédérateur, il y avait 5 laboratoires, c'était organisé de manière très simple. Il y avait le laboratoire en suivant les sens, le laboratoire de l'ouïe, le laboratoire de la vision, etc. Et puis alors il y avait un 6e qui était le langage. Vous en avez. Et moi, je travaillais dans la traduction automatique, le laboratoire de traduction automatique du langage. C'était d'anglais en japonais réciproquement. Mais le chat, finalement, cette attirance, vous évoquiez l'anthropomorphisme, mais cette volonté de répliquer un animal, ils y sont finalement arrivés par un chercheur que je ne nommerai pas, mais qui était d'ailleurs considéré un peu comme un farfelu. Ça a quand même fait l'objet de 10 ans après, c'était en 1995 et en 2005. Et c'était vraiment, il y avait, je pense que l'aspect culturel et la force, si vous voulez, de l'imaginaire et la volonté était très forte. Alors, je voudrais juste rebondir et vous donner ici sur un autre fantasme peut-être qui est quand on considère les métiers. Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup donc d'intelligence artificielle, des robots qui vont remplacer. Je crois que vous l'avez très bien dit, ça existe depuis la nuit des temps, la révolte des camions, etc. Mais il y a aujourd'hui le fantasme, par exemple, quand vous prenez tous les métiers du chiffre, donc les banquiers, les comptables, etc., et les avocats, le droit. Donc alors en blockchain, on a ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts, l'idée que vous allez avoir un réseau déployé avec des nœuds qui vont être régis par certains programmes, par certains contrats intelligents.
Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que il y a aussi la question dans la robotisation, et que je confonds, vous m'excuserez là, à dessein, avec l'automatisation. Il y a qu'est-ce qu'on peut automatiser dans nos comportements et dans les décisions. Et le contrat intelligent, si on vient aux sources économiques de cette notion, ça remonte à la théorie des contrats incomplets. Et qu'est-ce que, sans vouloir vous ennuyer avec ça, la théorie des contrats incomplets, elle a été développée par certains économistes, et elle dit que finalement, et je prends des raccourcis, le contrat est là pour justement créer un esprit de la loi qui va pouvoir faire face à des situations. Comme on ne peut pas anticiper, quand vous avez un contrat, tous les scénarios futurs, on va essayer de contractualiser les choses pour que l'esprit de la loi vous permette les deux personnes qui contractualisent de répondre à toutes les contingences futures. Donc finalement, le terme que vous voyez dans la blockchain qui est smart contracts, contrat intelligent, c'est juste une sémantique un peu pompeuse, c'est juste un morceau de programme, du code qu'on a attaché à certains nœuds. Mais finalement, c'est assez antithétique de la notion de contrat et de cette question qui est aussi un fantasme, qui est par exemple remplacer l'avocat par un robot ou par en fait un algorithme. Voilà. Et donc, pour faire court, et je m'arrêterai là, mais je pense que de plus en plus, et là, quand on regarde différents métiers du chiffre, les tâches basses, simples, qui peuvent être automatisées relativement simplement et être résolues par des algorithmes, ça, je suis peut-être plus... je ne suis pas du tout alarmiste, mais je pense que ça va arriver probablement plus vite qu'on ne le croit. Et voilà. Et alors sur l'éthique, je me permets de réagir parce que souvent j'entends ce débat sur l'éthique et les robots. Enfin, moi qui ai fait de la programmation et qui ai écrit parfois de longues lignes de code, pour moi l'éthique des robots c'est plutôt l'éthique des programmeurs, des programmes, l'éthique du programme et de ce qu'on lui demande de faire. Mais je pense que quand on pose cette question, et je l'ai posée à dessein, on pose aussi celle de la projection des humains sur les machines, parce que les machines sont des machines, les robots sont des robots, mais nous, en tant qu'êtres humains, on va avoir tendance à projeter des sentiments les machines sont aussi des miroirs et on leur attribue des intentions qu'elles n'ont pas. On trouve que les algorithmes sont injustes parce qu'on n'a pas été sélectionné pour l'école qu'on visait, par exemple. On trouve que les algorithmes sont injustes parce qu'il va y avoir tant d'étudiants au global qui ne vont pas avoir d'école. Et finalement, ça passe aussi dans une acception plus générale de la société. Et ça pose... En fait, il y a plein de questions qui se posent en termes d'éthique, y compris en termes de destruction d'emplois. Et on va dire, oui, il y a une malignité des robots qui détruisent notre travail ou qui transforment notre travail. Non, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est assez, d'ailleurs, particulièrement saisissant pour moi de voir que Jean-Paul, par exemple, et je parle sous votre contrôle, mais nous parle de la robotique, de la capacité, justement, à avoir... de robots qui sont capables d'avoir des actions physiques, des machines de plus en plus sophistiquées. Et pour moi, c'était ça la robotique. C'est ça vraiment la robotique. Mais je dirais ces dernières années, la question, si vous voulez, des algorithmes et des protocoles, et puisque le robot comme acteur public, si vous voulez, moi je le comprends aussi comme demain, dans les prochaines années, comme vous parlez de Parcoursup, quels algorithmes vont décider, notamment, vont nous aider à accompagner la vie publique, etc. Et pour vous donner juste un exemple aussi, puisque ici c'est la nuit des idées, donc je pense qu'il est un peu tard, on peut un peu se lâcher, mais prenez par exemple les retraites. Vous savez, on n'arrête pas de la question des retraites. C'est un sujet d'actualité, à ce qui paraît. Voilà, mais bon, mais voyez, une question qui se pose assez simple, c'est après tout, on pourrait, il ne me paraît pas complètement farfelu d'imaginer que dans 10 ans, la gestion des fonds de retraite ou autres auront des
sera faite par un certain nombre de règles simples, automatisées, et vous voyez déjà toute la transformation numérique en cours qui est faite dans l'administration. Donc là, encore une fois, si vous voulez, le problème de la certification des algorithmes est, à mon avis, vraiment essentiel. Et après, je m'arrête tout de suite. Il y a une chose qui me paraît vraiment importante, et qu'on retrouve dans la culture blockchain, c'est l'open source, si vous voulez, le fait qu'on peut aujourd'hui, et quand on parle aussi d'acteurs publics, c'est quel acteur public? C'est pas forcément l'État, ça peut être, je dirais, l'ensemble des citoyens que nous sommes. C'est cette capacité que nous avons aujourd'hui, notamment l'open source, à faire vérifier par tous un certain nombre de règles ou de protocoles que nous allons utiliser pour régir la vie collective. Et Parcoursup, par exemple, mais ça, je crois, moi je l'avais déjà vu à l'étranger ou dans d'autres systèmes similaires. Quand vous avez une décision d'allocation ou d'attribution, vous avez ça aussi, vous savez, dans l'attribution des organes, dans la santé, quelles règles sont suivies par l'algorithme? Si on n'est pas capable de vérifier ces règles, forcément, il y a aussi là un fantasme qui peut se mettre en place de « ah tiens ». On a tout pour que le fantasme se mette en place, parce que par exemple l'open source, on n'y est pas du tout en termes d'action publique, en tout cas pour plein d'algorithmes, on n'a pas accès, ou c'est très compliqué, et de toute façon cette information elle est difficile à interpréter, et il n'y a pas suffisamment de journalistes spécialisés pour la rendre claire pour le public, et c'est évidemment un vrai défi en termes de démocratie si on parle du robot comme acteur public. Il y a une question qui me semble très importante, vous avez dit on peut se lâcher, on a parlé des logiciels qui ne marchent pas, et c'est Siri qui n'est pas toujours efficace. Il faut voir un enfant se servir de Siri, c'est toujours désopilant, c'est c'est de l'art de l'absurde, mais on est tous confrontés à la fois des machines qui marchent mal, et on perd beaucoup de temps, et du temps humain qui devrait être plus précieux, à essayer de se conformer au fonctionnement de systèmes automatisés, mais aussi la promesse de ces systèmes, c'est d'économiser ce fameux temps humain. Or, ce qui remonte de tous les centres de recherche, des administrations, des enseignants, des directeurs d'école, et je reviens à l'école parce qu'une directrice d'école s'est suicidée au mois de novembre en disant qu'elle n'arrivait plus à faire son travail, son vrai travail qui était de s'occuper des enfants, parce qu'elle était trop occupée à envoyer des mails à son administration qui lui demandaient de fournir un tas d'informations, des informations qui étaient destinées à être remontées, pour être comptabilisées, pour qu'on puisse savoir ce que tous les directeurs faisaient au global, etc. Tous les chercheurs disent qu'ils passent beaucoup de temps à remplir des dossiers, faire remonter des informations. Et à chercher de l'argent, je crois que c'est une grosse partie de la recherche aujourd'hui, et moins à faire de la recherche ou être devant des élèves. Et puis finalement, nous, dans notre vie quotidienne, alors à tort ou à raison, on a aussi un peu cette impression, même si c'est beaucoup moins dramatique que le premier cas dont j'ai parlé. Donc ce devenir machinique, il nous pose aussi une question sur qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire dans ces smart contracts ou ces systèmes automatisés pour que ça ne nous serve pas vraiment à gagner ce qu'il y a de plus précieux, je pense, qui est le temps. Qu'est-ce que ça vous évoque? Après, je vous ferai répondre, Jean-Paul Lemont. Moi, très rapidement, je veux dire, les smart contracts, j'y crois pour des choses relativement simples. Vous voyez, des contrats dont les conditions, les clauses sont relativement simples et donc qui peuvent être programmés facilement. Je vous donne un exemple, comme ça parle j'espère que ça peut parler à tout le monde. Si vous prenez Airbnb, vous avez aujourd'hui, vous pouvez mettre, vous savez, une serrure connectée. Vous êtes le locataire, vous allez faire en sorte que vous allez programmer votre serrure pour qu'elle ouvre la porte à quelqu'un qui sera identifié par un code à partir du moment où il aura versé la somme due, c'est-à-dire peut-être le loyer plus une caution, sur le réseau. Bon, ça c'est élémentaire. Enfin, je veux dire, c'est pas du programme. Enfin, c'est pas de la programmation de très haut niveau, et on parle pas de robot qui a besoin de faire des voilà. Donc, pour tout ça, je pense que cette automatisation-là, je dirais un peu de bas étage, à mon avis, elle va libérer, j'espère, beaucoup de temps
Et ce que je vois du mouvement du progrès de la société, si vous voulez, là-dessus, c'est que je pense que dans les 10 ans, moi je pense que ça va arriver quand même très vite. Après se pose la question, bien entendu, aussi de l'éducation et des différences de génération. Moi j'ai des enfants de 5, 4 et peut-être 10 mois, peut-être pas encore 10 mois, mais mes 2 garçons qui ont 5 et 4 ans, ils m'affolent parfois avec leur capacité à utiliser des smartphones, etc. Enfin bon, voilà. Et donc... moi, à leur âge, j'utilisais très bien les magnétoscopes. Mais voilà, donc je pense que pour résumer, si vous voulez, sans rentrer dans le fantasme de l'humanoïde, robot, etc., je crois que pour toutes les tâches basses, il y a vraiment une opération profonde qui est en cours. La question aussi, c'est celle du gain pour l'humanité. Enfin, au départ, c'est ce à quoi... Il y a le gain financier pour certains producteurs de machines et de robots, mais collectivement... Je pense que le gain, il n'est pas nécessairement dans le temps, mais il peut être dans la qualité de vie. Il faut comprendre qu'on est encore dans des sociétés où il y a un esclavage humain du point de vue du travail. Si vous regardez comment sont fabriqués vos téléphones portables dans les usines Foxconn ou autres en Chine, je veux dire, c'est des conditions de travail absolument inhumaines. Donc il faut prendre conscience que ça existe. Les travailleurs du textile, votre chemise, comment elle a été fabriquée et tout, on le sait. Comment ça a été fabriqué au Bangladesh, comment ça a été... Bon. Donc tout ce qui va être l'automatisation de ces tâches-là, me semble aller vers un bienfait. Alors est-ce qu'on gagne vraiment du temps? Est-ce que c'est le but? Ça, je ne sais pas. Je voudrais reprendre simplement une réponse que j'ai faite à Emmanuel Mahé et qui m'interrogeait sur l'imaginaire. Donc je ne retire pas ma réponse, mais je voudrais la compléter en disant que je ne fais pas la confusion entre imaginaire et imagination. C'est-à-dire l'imagination, là, elle est à l'œuvre dans tout ce qu'on pourrait, si on considère que le roboticien, c'est l'artisan des machines, c'est un artisan, il fabrique des outils, il fabrique des machines, et tout ce savoir-faire technologique qu'il faudrait peut-être un petit peu réhabiliter quant à la capacité du génie humain de se maintenir dans l'histoire pour produire des nouveaux... je veux dire, on a un petit peu trop tendance à être fasciné par toutes ces technologies et on oublie d'être un petit peu émerveillé. Enfin, dans le sens, c'est quand même magnifique, ces productions, tout ce qui s'est fait toutes ces dernières années. Il y a vraiment du génie humain. Je crois que pour ne pas être fasciné, il faut avoir un minimum de cette culture technique, de savoir ce qu'il en est réellement, de pas comprendre toutes les lignes de code et tout ça, c'est pas ça, mais comprendre que c'est un algorithme. Tout à l'heure, vous disiez, on accuse l'algorithme parce qu'il nous a assigné à telle université, dans tel truc. Mais il ne faut surtout pas accuser l'algorithme, il faut accuser l'éducation nationale. Oui, mais non, mais ce qui se passe dans la mémoire des contemporains, je dis pas pour vous, ce qui va se passer, c'est « Ah, quelle horreur, on a mis un algorithme ». Mais c'est tout simplement que l'algorithme, il n'a pas été certifié, il marche pas. Il marche pas, ou il répond, ou alors il marche très bien. C'est-à-dire il répond aux critères qui ont été définis par l'éducation nationale ou par des donneurs d'ordre, et qui, d'une certaine manière, vont se dédouaner de leurs responsabilités politiques en disant « Mais ça, écoutez, il a fait son travail, et voilà, la conséquence de ça, c'est l'ordinateur a pris une décision. Il n'a pas pris de décision, l'ordinateur. Il n'a fait qu'exécuter un programme qui a répondu à des critères qui avaient été définis au préalable. » Bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter, intervenir, poser une question? Juste une petite réflexion. Depuis 8 heures, on est sur ces sujets-là. Et alors moi, je ne suis pas du tout technicienne, j'y connais rien au code. Moi, je suis dans le milieu du social. Et je me dis, il y a une telle distance entre ce que vous êtes en train de raconter depuis tout à l'heure, tous les scientifiques, et les gens qui sont illettrés. Alors on parle
illettrés de l'informatique, illettrés simplement, ne savent pas lire et écrire. C'est quand même un concept qui me semble très éloigné d'une majorité quand même de Français. Vraiment, quoi, en tout cas, moi, de ma lumière et de là où je suis, les gens qui sont... tout à l'heure, un scientifique disait tout le monde a un smartphone. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas de smartphone, tout le monde ne sait pas aller téléphoner, tout le monde ne sait pas remplir un dossier CAF. Donc c'est vraiment cette distance qui m'impressionne. Oui, parce qu'on sait qu'une partie du travail des travailleurs sociaux aujourd'hui auprès des gens, c'est de les aider à remplir des dossiers et à comprendre comment fonctionnent des chemins un peu automatisés, des répondeurs automatiques. C'est même pas pour ça, les c'est-à-dire qu'on les rend administrations. de moins en moins autonomes. C'est-à-dire qu'on est depuis tout à l'heure en train de dire que c'est l'éducation qui va changer, mais on rend les gens de moins en moins autonomes parce que pour avoir accès au codage, il va falloir que vous, les scientifiques, vous alliez... je me souviens, alors moi je suis directrice d'une MJC, on faisait des bars des sciences où on accueillait des scientifiques pour venir démocratiser cette notion de la plus simple possible. Aujourd'hui, on n'en fait plus parce qu'on n'a plus d'argent et que c'est plus compliqué. Et ce n'est pas l'éducation nationale, hein. On est dans l'éducation populaire qui est à côté. Donc c'est vraiment depuis tout à l'heure, moi je me questionne, je me dis comment on peut, nous, être le facilitateur entre ceux qui font cette recherche-là. J'allais presque dire, j'écoutais le design aussi, les élites, et puis nous. Je crois que c'est notre responsabilité de scientifiques et de chercheurs d'aller sur le terrain. Alors on peut pas tout faire, mais j'ai le souvenir d'une conférence que j'avais faite dans un foyer de jeunes travailleurs qui étaient là, et ils n'ont eu aucun problème pour comprendre. Il suffit d'accepter de leur parler et d'écouter la nature des questions qu'ils posent. C'est surtout, j'allais presque dire ça, c'est-à-dire quel est, alors là pour le coup l'imaginaire, comment vous représentez, vous, ces nouvelles technologies, et peut-être établir des vérités. Je voulais juste spécifier une chose, c'est qu'il ne faut pas limiter la technologie ou les sciences, enfin les technosciences, à l'électronique ou à l'informatique. Non, mais vous le savez, je me parle à moi-même, parce que on parle de robots, de composants électroniques, etc. Quand on regarde chez les scientifiques dans les écoles d'ingénieurs ou autres d'ailleurs, la question des matériaux, extrêmement intéressante. Et les gens qui n'ont pas de smartphone, comme vous le dites, prennent par exemple des médicaments. Et les médicaments sont des nouvelles technologies. La chimie est très importante. Et la question des matériaux, donc en fait, le devenir machinique tel qu'on le traite ici, n'est pas simplement réduit en fait aux dispositifs, aux artefacts, pour reprendre la terminologie d'Elena. Robotique, certes, il y a les robots, mais il y a en fait la manière dont vous êtes habillé, la manière dont c'est produit, la manière dont on va pouvoir retourner chez soi, etc. Et donc, du coup, pour moi, en tous les cas, le devenir machinique de notre société, c'est non seulement l'imprégnation des machines, mais une forme d'invisibilité parce qu'il y a une imprégnation extrêmement forte. Et il n'y a pas que les algorithmes, en l'occurrence. C'est simplement ce que je voulais dire. Donc, quand on parle de personnes qui n'ont pas les mots ou qui n'ont pas les smartphones, en tous les cas, on est dans ce devenir machinique, si on reprend un peu le terme de la soirée. Pardon, peut-être juste aussi pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, et puis votre question. Déjà, bon, moi je pense, je l'ai vu dans un projet, une fondation avec laquelle j'ai collaboré en Afrique, où, et il n'y avait pas besoin d'aller en Afrique, mais comme vous l'avez très bien rappelé, mais sur ne serait-ce que la distribution, si vous voulez, de tablettes ou autres, je pense quand même que, je ne sais pas, je n'ai pas les statistiques, je n'ai pas suivi, fait une analyse sur les 30 ou 40 dernières années. Aujourd'hui, et là c'est un enseignant qui parle, les moyens technologiques qu'on a, vous donnez, je pense, une tablette à un enfant de 4 ans, 5 ans, vous lui apprenez comment l'utiliser, je pense que le levier pour lui est vraiment énorme. Et ça, si vous voulez, ça me rend très optimiste. Après, la seconde remarque que je voulais faire, c'est notamment l'ergonomie. Et on revient, si vous voulez, au design et les robots. Je pense que les robots que fait Jean-Paul, il y a pour qui deviennent, ou certains sont très spécialisés, il y a peut-être que lui qui peut les programmer, etc. Bon, ou un certain nombre de spécialistes. Et puis il y a vraiment aussi la question, bien entendu, de la transition vers le grand public et de l'ergonomie. Et moi j'ai un iPhone, vous voyez, j'étais avant
comme peut-être certains d'entre vous, avant j'étais PC, etc. Et puis j'ai découvert les produits Apple. C'est un secret de Polichinelle que Apple, sur le design et sur l'ergonomie et sur l'envie, si vous voulez, c'est même un beau produit. Moi, je suis tombé, vous voyez, même parfois, je touche presque mon laptop parce qu'il est très... Non, mais vous voyez, voilà, ça se guérit, voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bon, j'insiste là-dessus. Mais donc, si vous voulez, et pour en revenir d'ailleurs sur la vie publique et l'automatisation, si vous voulez, de certaines tâches, prenez par exemple, je lance un autre sujet. Prenez la fiscalité, les déclarations d'impôts, ce que vous dites, les trucs à remplir. Enfin, je vous assure, je me considère un peu plus sophistiqué quand même qu'un enfant, un adolescent de 15 ans. Mais le temps, si vous voulez bien faire les choses pour bien comprendre, etc., qu'on peut investir là-dessus, sur cette complexité administrative, est important. Et ce que je dis, c'est que voilà, la pédagogie et l'ergonomie sont vraiment essentielles, et sur la régulation future de la vie publique et l'ensemble des lois qui nous gouvernent, et bien sûr on vit dans un monde très complexe, arriver à plus de simplicité pour justement aider tous les citoyens que nous sommes est à mon avis je pense qu'aujourd'hui notamment l'utilisation de tablettes, de smartphones, etc. Je pense que si vous êtes un philanthrope et que vous voulez avoir un impact important sur le monde autour de vous, il y a différentes manières, mais déjà ne serait-ce que de distribuer ces moyens de levier, ces accès, si vous voulez, au savoir distribué qu'on a sur l'Internet ou autre, est à mon avis un levier très important. Donc moi j'ai une vision, si vous voulez, où je pense que le plus grand nombre est en train de se... Peut-être qu'effectivement, vous avez... mais que la moyenne, en tout cas, est en train de se déplacer vers le haut. Il y aurait tellement à dire sur la question, y compris de l'usage des tablettes pour les apprentissages. Et on avait encore beaucoup de choses à dire sur les robots aujourd'hui et ce fameux devenir machinique. Mais j'ai tendance à respecter l'heure et on doit passer à l'autre débat. Je crois que c'était un peu la consigne. Alors, Divina Fromex, je vous ai vu, mais c'est un peu dans la continuité de ce que vous venez de dire, parce qu'on va parler des fake news et des deep fakes. Et là aussi, ça pose des questions d'apprentissage et d'éducation. Merci. Je sais pas. Oui, allez, on applaudit.